Bonjour tout le monde. En ce lundi midi, merci d'être là en si grand nombre et continuer à avoir des gens qui se connectent au webinaire. C'est très enthousiasmant de commencer la semaine avec un moment comme ça. Mon nom est Laurence Guénette. Je suis à la Ligue des droits et libertés, mais je vous parle aujourd'hui à titre de membre aussi de la coalition Riposte au plan santé. Et je vous remercie d'être présent en si grand nombre. Tout d'abord, important de reconnaître que certains d'entre nous, probablement plusieurs d'entre nous, on participe à ce webinaire depuis un territoire autochtone non cédé, qui est historiquement un lieu de rassemblement pour plusieurs peuples autochtones qu'on appelle Tiohtià:ke ou Montréal, et qui est notamment de la nation Kanien'kehá:ka, mais pas uniquement. Il y a parmi toutes les personnes connectées aujourd'hui, sans doute des gens qui le sont depuis plusieurs territoires autochtones non cédés, et aussi l'ensemble en fait de l'appareillage technologique qui rend possible ce webinaire n'a pas manqué non plus de participer au saccage des ressources et des territoires de nombreux peuples ailleurs dans le monde. La coalition Riposte au plan santé souhaite souligner qu'elle juge essentiel d'être solidaire avec les peuples autochtones, en fait, dans la lutte pour le droit à l'autodétermination, mais plus particulièrement si on parle de santé et de services sociaux et qu'on est en présence d'un gouvernement qui nie l'existence du racisme systémique. Il est nécessaire que tous nos groupes, que ce soit des syndicats, des travailleurs, travailleuses de la santé et des services sociaux, des groupes communautaires, groupes de défense des droits, on s'efforce, on encourage et on oblige tant les établissements de santé et de services sociaux que les élus, de façon générale, à reconnaître et à intégrer le principe de Joyce. Donc, le principe de Joyce a été créé par les populations autochtones après le décès de Joyce et Echaquan, en bref, qui revendique un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination pour toutes les personnes autochtones à tous les services sociaux et les services de santé. Et qui doit s'assurer aussi de respecter les savoirs traditionnels et les savoirs vivants des Autochtones en matière de santé. Donc, je commencerai par vous offrir un peu les grandes lignes de ce qu'est le droit à la santé, qui est le cadrage que la Ligue des droits et libertés utilise pour aborder les différents enjeux qu'on voit en ce moment dans notre société par rapport à la OK, santé et les parfait. services sociaux. Ouais. Dans la À zone. nouveau, je demande aux personnes de se mettre sur mute, donc d'éteindre leur micro si possible quand elles se joignent à la salle. Merci. Donc, le droit à la santé, quand on parle du droit à la santé, on parle du meilleur état de santé qui est possible d'atteindre, santé physique, santé mentale et santé sociale. Et le droit à la santé, c'est loin de se limiter aux soins de santé. Le droit à la santé, c'est beaucoup plus vaste, ça englobe tous les éléments, donc les déterminants sociaux de la santé qui influencent l'environnement d'un être humain tout au long de sa vie. Ce que ça signifie, le droit à la santé, entre autres choses, c'est que ça signifie que les États ont des obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre sans aucune discrimination, notamment fondée sur la race, comme on évoquait tout à l'heure par rapport au peuple autochtone, mais aucune discrimination non plus qui soit fondée sur l'origine sociale d'une personne ou sur sa fortune, ses moyens financiers. Donc, à cet égard-là, l'État québécois et l'État canadien sont tous les deux responsables. Ils ont les obligations, en fait, d'agir au maximum des ressources qui sont disponibles pour déployer les politiques publiques qui sont en mesure de permettre à toutes les personnes d'exercer pleinement leur droit à la santé. Et il y a un autre élément très important du droit à la santé, c'est que pour déterminer les biens et les services sociaux et les services de santé qui sont requis, l'État est supposé mettre en place des processus décisionnels qui permettent que les choix soient faits juste de façon inclusive et équitable. Et en fait, il doit permettre la participation démocratique des populations aux décisions en matière de santé et de services sociaux. Important de mentionner ces différents éléments, et j'en passe quelques-uns, euh, parce qu'on va voir à quel point ça résonne en fait avec certains des reculs qu'on observe devant le plan santé ces années-ci. Donc, je vous le disais au début, je porte le chapeau aujourd'hui de la coalition Riposte au plan santé parce que la Ligue des droits et libertés en fait partie. La coalition Riposte s'est formée il y a plus de 2 ans maintenant. Arnold va nous reparler tout à l'heure un peu, Arnold Eberman va nous reparler un peu des différentes actions qui ont été entreprises.
par cette coalition. C'est une coalition souple qui s'est créée pour mettre ensemble différents acteurs qui s'opposent au plan santé. Et là, juste un rappel de dire que le plan santé, c'est pas juste le projet de loi 15 qui a occupé beaucoup qui a attiré beaucoup l'attention, en fait, tant des groupes communautaires, des syndicats et tout ça, puis des médias aussi l'année dernière, puis qui finalement a été adopté sous bâillon. Le plan santé, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça a été déposé en 2022 par le ministre Christian Dubé. Et ça englobe une série de mesures. Certaines ont été mises en place sans aucune consultation. Certaines ont été adoptées par décret, un peu en catimini, sans que la population soit ni consultée, ni très informée des changements qui sont en train de se dérouler, puis de ce que ça signifie sur le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, le plan santé, c'est un plan vaste dont le projet de loi 15 fait partie, ben, faisait partie maintenant, il est en vigueur. Donc, l'Agence Santé Québec et tout ça, c'est vraiment un plan global et le webinaire d'aujourd'hui vise en fait à démontrer à tout le monde que la mobilisation contre ce plan santé-là se poursuit. Elle est vive, elle est vivante, elle continue. Il y a beaucoup de mobilisations qui ont eu lieu dans les derniers mois et il y en a beaucoup à venir aussi. Donc, on espère aujourd'hui vous transmettre quelques éléments d'analyse de pourquoi il y a différents types de préoccupations face au plan santé et aussi vous transmettre un peu l'énergie de cette mobilisation qui est encore très vive et qui va demeurer. Euh, que peux-je dire? Donc, en fait, pour donner une idée du déroulement de l'événement, il va y avoir plusieurs prises de parole, donc 6 en tout, 6 prises de parole assez brèves de nos intervenants et intervenantes. Après chaque petite prise de parole, il va y avoir un moment où le public, vous allez être invité à poser vos questions et mettre des commentaires. Donc, tous les commentaires devront être émis dans le chat. Étant donné la quantité de personnes connectées, ça va être par écrit dans le chat. Et il y a une personne parmi nous qui s'occupe de tout rassembler les commentaires, les questions, puis d'aller en sélectionner certains pour chaque période de questions. Donc, je le mentionne, ne vous créez pas d'attente à la quantité de personnes qu'on est. Il y a sûrement beaucoup de questions qui vont être posées. On n'aura pas le temps de lire toutes les questions, de répondre à toutes les questions, de même lire tous les commentaires. On va en sélectionner quelques-uns et on conservera tous les autres pour voir si par la suite on peut peut-être apporter des réponses ou approfondir un peu certains sujets. Également, on va vous inviter, vous tous et toutes, à partager des petits bouts de témoignages, également par écrit dans le chat. Donc, en gros, on aimerait savoir ce que le plan santé, ça signifie concrètement dans votre expérience personnelle. Ou auprès des personnes avec qui vous travaillez. Si vous êtes, par exemple, dans un organisme communautaire, on veut savoir concrètement ce que ça signifie. Des impacts concrets du plan santé, des changements qui ont été mis de l'avant depuis un an ou deux. N'hésitez pas à apporter des témoignages dans le chat. On va également rassembler tous ces témoignages-là et les conserver précieusement, les anonymiser par la suite pour peut-être en faire quelque chose, en fait. Donc, voilà, sans plus tarder, c'est un webinaire qui dure jusqu'à 14 heures. 14 heures, on va finir à l'heure et je vais passer la parole sans plus tarder à notre première intervenante qui va nous partager un peu les préoccupations et les mobilisations. C'est Émilie Charbonneau. Émilie est de l'APTS, donc l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et les services sociaux. Elle vient ici pour représenter le GTI 3S, donc un groupe de travail formé de plusieurs syndicats qui préparent des mobilisations importantes par rapport au plan santé. Donc, Émilie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment contente d'être avec vous pour vous entretenir en fait du GTI 3S. Dans le fond, on l'a mentionné, le GTI 3S, c'est le groupe de travail intersyndical en santé et services sociaux. Donc, qui compose ça? Ben, en fait, l'ensemble des syndicats dans la santé et les services sociaux. On trouvait ça important de vous faire un petit récapitulatif de ça, pourquoi ça a été créé et ça, pourquoi on continue à lutter ensemble, mais aussi avec les groupes communautaires. Là, vous allez voir dans son évolution, on a inclus les groupes communautaires parce qu'on pensait que c'était indissociable avec la lutte qu'on avait amenée. Donc, petit récapitulatif, en C'est un juin 20 multiconférence. en juin Ouais. 2022, en fait, il y a eu un début des consultations ministérielles sur le plan santé avec les organisations syndicales. Vous vous en souvenez?
Christian Dubé avait lancé en grande pompe son plan santé qui allait résoudre tous les problèmes dans le réseau de la santé et des services sociaux et il voulait parler aux acteurs de la société civile, dont les syndicats. Quand on s'est rendu compte, en fait, là, que cette conversation-là, en fait, était plutôt un dialogue à sens unique, une apparence de consultation, bien, on s'est dit, les syndicats ensemble, qu'on avait une obligation morale de se réunir et d'ajuster ensemble nos propositions pour être en mesure de faire front commun face au plan santé. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'en septembre 2022, en fait, il y a une création d'une alliance intersyndicale en réaction au plan santé. Puis que, dans le fond, on a travaillé ensemble, les syndicats, à arrimer nos positionnements, à être en mesure de faire des revendications communes, dans le fond, auprès du gouvernement, puis s'assurer qu'on soit cohérent dans qu'est-ce qu'on revendiquait pour avoir une voix la plus forte possible. Donc, le 29 mars 2023, il y a eu le dépôt du projet de loi, dans le fond 15, celui qui vient réformer notre réseau. Donc, face à ça, ben, nous, les organisations syndicales, on s'est rencontrés, puis on s'est doté d'un énoncé de principe pour s'assurer du caractère public, puis répondre aux véritables défis, en fait, là, de notre réseau de la santé et des services sociaux, celui de la décentralisation, de la démocratisation et de l'accessibilité aux services publics en santé et en services sociaux. Donc, puis s'assurer aussi que le recours au privé soit éliminé. C'est dans ce contexte-là qu'on a mis en place une pétition en intersyndicale qu'on a déposé en fait à l'Assemblée nationale pour revendiquer un meilleur accès, mais aussi dénoncer le plan santé et sa réforme comme étant un entrave aux bons soins. On a fait des drops de bannières pour signifier, on a fait des sollicitations auprès de l'appareil ministériel pour mousser nos positionnements. Et surtout, le 6 septembre 2023, on a eu une rencontre intersyndicale en présentiel qui est pour nous un moment charnière où on s'est dit que on mettait en commun l'ensemble de nos analyses pour PL15, encore une fois, pour avoir un front commun pour la lutte, mais aussi qu'on voulait créer une unité dans cette lutte-là, puis que pour ça, on voulait permettre aux groupes communautaires de se joindre à nous. C'est dans ce contexte-là que Tout Sauf Santé a été créé puis a été diffusé. Dans le fond, Tout Sauf Santé, ça appartient pas au GTI 3S, ça appartient dans le fond à l'ensemble des groupes qui luttent contre le plan santé. On avait une volonté de décentraliser le mouvement puis que les groupes communautaires puissent se l'approprier pour que, dans le fond, les voies de contestation soient multiples. On a fait un lancement autour de ça le 30 novembre dernier, 2023 en fait, le 30 novembre 2023, conférence de presse, drop de bannière sur le pont de Québec. Puis, ben, on n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Dans le fond, il y a notre premier événement contre la privatisation qui va avoir lieu le 21-22 février. Dans le fond, on inclut l'ensemble des groupes communautaires dans l'organisation, mais aussi ils sont invités pour incarner ce qu'on veut faire comme lutte, c'est-à-dire une lutte qui n'appartient pas aux syndicats, mais qui appartient à l'ensemble de la société civile aussi, pour s'assurer d'une force qui est sans précédent. Puis, dans le fond, il reste quelques places. Donc, si vous voulez contacter, dans le fond, votre syndicat ou par les groupes communautaires, là, si vous faites partie des groupes communautaires, vous êtes les bienvenus. Puis autour de ça, ben, il y a une volonté affirmée de poursuivre cette lutte-là ensemble. Donc, un plan d'action très prochainement qui va être adopté par les instances politiques pour s'assurer de mettre des gens dans la rue, de s'assurer de garder cette lutte active, mais aussi s'assurer que le gouvernement n'oublie pas qu'on est présent, qu'on va continuer à lutter, puis que c'est pas à cause que le projet de loi 15 a été adopté sous bâillon que nous, on va se taire. Merci beaucoup, Émilie. Euh, donc, on a reçu quelques questions. Est-ce que j'en... Oui, OK, parfait. J'avais peur de ne pas avoir rallumé mon micro. Donc, on a reçu quelques questions dans le chat. J'aimerais quand même, avant de passer aux questions, juste noter le commentaire qui a été fait dans le chat en tout début de rencontre. Donc, Julie Dubé du bureau du principe de Joyce, pardon, qui nous invite au lancement demain. Donc, encore une fois, un webinaire à midi. Euh, donc, à ne pas manquer les informations qui sont dans le chat, si jamais vous êtes intéressé. On l'évoquait durant notre reconnaissance territoriale. Donc, je vous invite à prendre connaissance de cette invitation. Euh, on aimerait savoir ici quelqu'un qui demande si les membres des différents syndicats ont eu l'occasion de voter pour se joindre à cette campagne-là, puis si on pouvait élaborer un peu davantage sur les revendications de la campagne, ça serait apprécié. En fait,
je ne peux pas parler pour l'ensemble de la mécanique des syndicats, mais nous, à la PTS, les membres, dans le fond, qui est notre délégation de conseil général, ont adopté le manifeste, notre conseil national aussi. Donc, puis il y a une volonté à l'intérieur des différentes organisations syndicales à travers les différentes campagnes. Là, chaque syndicat a souvent leur campagne en lien avec la dénonciation, par exemple, de la privatisation, va voir ses membres puis leur permettre de participer à des actions. Dans le fond, je l'ai nommé tantôt sommairement, là, on se réfère, dans le fond, à toute la question de notre énoncé de principe qui est axé sur le caractère public, la décentralisation, la démocratisation, puis de l'accessibilité aux services, puis toute la question de cesser le recours au privé. Chaque syndicat propose des façons d'y arriver, mais je vous dirais que les grands axes de revendication sont vraiment à ce stade-là. Puis la question aussi de redonner, par exemple, au CLSC sa première vocation, de s'assurer que les citoyens et citoyennes aient un pouvoir décisionnel à l'intérieur de l'organisation comme on le voyait avant. Donc ça, c'est vraiment important pour nous de remettre le citoyen, le patient au centre des soins. Merci, Émilie. Effectivement, c'est quelque chose aussi qu'on a relevé. Je me permets un petit commentaire là, avant de voir s'il y a des questions supplémentaires pour Émilie. C'est quelque chose qu'on a relevé dernièrement, c'est que la privatisation qui est en train de s'opérer de différentes façons, elle est moins affirmée, mais plus subtile ou plus en catimini que ça pourrait être le cas à d'autres époques, disons. On essaie de faire croire aux gens que tant qu'ils qu'ils payent pas en fait, qu'ils fournissent leur carte d'assurance maladie, eh bien, ils ne payent pas, donc il n'y a pas de problème là. Mais en fait, la privatisation qui s'opère en ce moment, elle est accélérée par le plan santé. Euh, Elle détourne les ressources, évidemment, du réseau public vers le réseau privé ça nous coûte plus cher également collectivement. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est un peu comme on pourrait dire avec d'autres sujets comme le logement. Euh, En fin de compte, c'est de s'opposer à la recherche de profit en santé. La santé n'est pas une marchandise et ne devrait pas être à l'origine d'une recherche de profit quelconque. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions spécifiques pour Émilie, mais je vais aller regarder dans le chat également. Je pourrais passer la parole sans plus tarder à Audrey. Donc, Audrey Gosselin, du Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec. Audrey, à toi. Oui, allô tout le monde. Je vais vous faire un petit partage d'écran pour avoir un soutien visuel pendant que je vous fais ma présentation. Alors voilà, donc Audrey Gosselin-Pellerin, je suis organisatrice féministe politique au réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec. Donc, on est un organisme féministe de défense collective des droits des femmes. Puis, on défend ces droits-là au plan national en portant la parole des régions. Donc, on est un regroupement provincial composé des 17 tables régionales de groupes de femmes qui sont présentes partout dans la province. Il y en a plusieurs avec nous aujourd'hui, donc je les salue d'ailleurs. Et puis, avec nos membres, on travaille donc au niveau régional et national aussi pour l'amélioration de plusieurs droits, dont le droit des femmes à la santé qu'on considère là, vraiment central. Donc, justement, aujourd'hui, comment on riposte à titre de groupe féministe au plan santé? Ah ben voilà, j'avais une diapo que j'avais oubliée qui vous présentait mon organisation, mais c'est fait. Donc, ce sur quoi je vais me concentrer, c'est vraiment comment on riposte au plan santé, plus particulièrement à la réforme du B dans notre cas et pourquoi. Donc, je vais vous parler là, surtout des représentations politiques qu'on a fait, de ce qu'on a mis de l'avant dans ces représentations-là et aussi de l'éducation populaire qu'on tente de faire auprès des groupes féministes et dans une moindre mesure là, des actions en alliance parce que j'ai une camarade qui va vous en parler plus tard. Donc, dans un premier temps, une façon de riposter pour nous, c'est vraiment les représentations politiques. Ça fait partie du cœur de notre action comme groupe de défense collective des droits. On a fait partie, en fait, des deux seuls groupes communautaires qui ont pu être entendus lors des audiences des consultations parlementaires sur le projet de loi 15, donc qui instaurait le Santé Québec au printemps 2023. Ce qu'on a d'ailleurs grandement condamné
en incluant aussi tout le processus d'adoption qu'il y avait autour de ça, parce qu'on considérait vraiment que c'était une atteinte à la démocratie de refuser d'entendre tant de groupes qui ont souhaité se prononcer et éclairer les décisions des parlementaires sur le projet de loi. Donc, ce qu'on a mis de l'avant dans notre mémoire, dans le cadre de ces consultations-là, et ce que je vous partage aujourd'hui, c'est ce qui est resté là, suite à l'évolution que le projet là, a pu prendre. Donc, il y a trois éléments principaux que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. Le premier, ce qu'on a dénoncé, ce qu'on dénonce toujours, c'est vraiment le manque d'analyse différenciée selon les sexes intersectionnels, l'ADS+, dans cette réforme-là du réseau de la santé et en général dans ce que le gouvernement fait. Donc, qu'est-ce que c'est l'ADS+? C'est une approche qui permet de différencier, de discerner plutôt les effets différents des projets de loi, des politiques publiques, des réformes sur la population, pour s'assurer qu'on n'est pas en train, en essayant de faire une réforme qui serait neutre, de creuser les inégalités entre les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes également. Donc, nous, on considérait que pour une réforme de cette ampleur-là, c'était incontournable de faire une ADS+, notamment parce que les femmes composent la majorité du personnel du réseau de la santé et aussi qu'elles ont recours davantage aux services de santé en raison des besoins relatifs à la santé sexuelle et reproductive, et aussi parce qu'on joue encore des rôles sociaux aujourd'hui par rapport aux soins aux enfants, aux soins des proches malades et vieillissants. Donc, on est beaucoup en lien avec le réseau de la santé, justement. Donc, comme cette réforme-là affectait l'organisation, la prestation des services, on pense que ça aurait été sage d'anticiper ces impacts différents sur les personnes qui offrent et qui reçoivent les services. Malheureusement, ça n'était pas dans le projet de loi. On a cru entendre peut-être dans un plan de transition, mais on n'a eu aucune démonstration là, que ça a été fait. Deuxième élément qu'on a dénoncé, qu'on dénonce toujours, c'est dans cette réforme-là, nous, on y voit des reculs potentiels pour la santé reproductive, surtout en raison des changements au service sage-femme. Donc, il y a eu des changements dans la gouvernance clinique, une fusion du Conseil des sages-femmes avec le Conseil des médecins, des dentistes et des pharmaciens, et aussi l'abolition du poste de responsable des services sages-femmes au profit d'un poste de directrice ou directeur de département clinique. Donc ici, ce qui était dénoncé, notamment par la Coalition pour la pratique sage-femme, c'était qu'on pouvait voir ici là, un peu un retour d'avoir des médecins spécialistes en position d'autorité sur les sages-femmes qui venaient à affecter l'autonomie justement des sages-femmes dans leur gouvernance clinique. Et ça posait des risques pour un potentiel renforcement d'une vision plus médicalisée de l'accouchement plutôt que d'essayer d'améliorer la collaboration interprofessionnelle comme c'était mis de l'avant en fusionnant les différents conseils. Donc vraiment, nous, ce qu'on dit, c'est que en fait, l'autonomie des sages-femmes, ça fait partie des conditions qui permettent aux femmes, qui permettent aux personnes qui accouchent de faire des choix éclairés. Donc, c'est essentiel de la conserver. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment eu d'écoute à ce niveau-là. Donc, il faut continuer à résulter. Et troisième élément qu'on a mis de l'avant et qui est toujours d'actualité, ça a été abordé, là, toute cette question de la privatisation. Nous, on a vraiment dénoncé qu'on poursuit le chemin de la normalisation du recours au privé, alors qu'il y a plusieurs études qui démontrent que le recours au système privé, ça réduit l'accès des services aux personnes plus marginalisées, notamment parce que les établissements privés peuvent avoir tendance à sélectionner des clientèles qui ont des cas moins lourds. Et aussi, si certains services sont justement pas couverts par la RAMQ, ben, il y a quand même du monde aussi qui n'ont pas d'assurance privée. Et nous, on postulait on peut déduire que ça va avoir un effet double sur les femmes parce qu'elles sont davantage en situation de pauvreté. Donc, ça peut être un obstacle pour l'accès. Et encore une fois, la responsabilité de proche aidance d'autres personnes qui n'auront pas plus accès aux services. Donc, notre deuxième moyen pour riposter, ça passe beaucoup par l'éducation populaire. Et dans notre cas, comme regroupement provincial, on travaille beaucoup avec d'autres groupes, justement. On voyait comme un élément central l'importance de l'éducation populaire au sein des groupes féministes. Donc, on s'est concentré là-dessus. On a donc fait un webinaire à partir du mémoire et certains des éléments que je vous ai présentés. On a conçu là, un webinaire d'analyse féministe du projet de loi 15
qu'on a pu faire là, auprès d'un peu plus de 70 groupes des femmes locaux et régionaux à travers le Québec. Et en parallèle à ça, on a élaboré un document qui rassemble notre vision commune de la santé des femmes, justement pour outiller l'étape régionale de groupes de femmes et notre réseau dans l'analyse des politiques publiques. C'est déjà une démarche qui était en cours, mais elle s'est montrée très rapidement utile, là, notamment avec le dépôt du projet de loi 15 sur Santé Québec. Donc, justement, qu'est-ce qu'il y a dans cette vision-là? Ben, en fait, on s'est énormément inspiré des travaux de la Ligue des droits et libertés, notamment sur le droit des femmes à la santé. Donc, on vient ici vraiment dans notre document de vision commune de la santé des femmes qui a été adopté avec tous nos membres. On vient s'appuyer sur des références internationales et nationales. Puis, on vient essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est, en quoi ça concerne les femmes, pourquoi le Québec, le Canada ont des obligations à respecter par rapport au droit à la santé. Qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça implique pour les services de santé et aussi qu'est-ce que ça englobe beaucoup plus largement au-delà des services. Donc, on veut essayer de mobiliser le droit à la santé comme un levier pour concrétiser notre action, pour demander des changements, pour s'appuyer dans notre argumentaire. Deuxième élément qu'on a dans notre vision commune, c'est justement cet élément de vision. Donc, notre vision féministe intersectionnelle de la santé, on vient la définir, la préciser. Donc, on va parler de notre posture, des approches qu'on utilise pour déterminer certaines grandes lignes de comment on voit la santé, comment on voit notre système de santé. Donc, c'est là-dedans qu'on va vraiment défendre la nécessité d'un réseau public universel, décentralisé. On met aussi de l'avant comment c'est important d'axer sur la prévention et la promotion de la santé, pas seulement l'aspect curatif. On met de l'avant aussi comment c'est important le respect des principes d'autonomie corporelle et de justice reproductive. Et donc, on veut mettre un peu, c'est quoi notre base collective de ce à quoi on aspire euh, pour la santé, justement, au Québec. Et dernière section, c'est une section là, qui vient un peu clarifier qu'est-ce que font les tables régionales de groupes de femmes et notre réseau en matière de santé, parce qu'on est plus des généralistes en défense collective des droits, mais on fait quand même des actions justement pour mettre l'avant le droit à la santé, que ce soit des actions de concertation, de la recherche de l'analyse, justement de l'éducation populaire, de la mobilisation sociale. Donc, on a un peu fusionné tout ce que je vous ai présenté là avec notre analyse du mémoire. Et on a élaboré donc un nouveau webinaire pour justement analyser cette réforme qui a été mise en œuvre. Ce n'est plus un projet de loi, c'est bien une réforme mise en œuvre. Et puis, ça nous permet à travers ce webinaire-là de poser un regard critique sur la réforme à partir du droit à la santé, à partir d'une vision féministe intersectionnelle de la santé aussi. C'est vraiment à date une belle occasion de partager, de mettre en commun aussi les savoirs des groupes qui viennent y participer parce qu'on peut apprendre énormément aussi de ces groupes-là qui vont travailler localement auprès des populations ou en santé et services sociaux. Et nous, ce qu'on croit vraiment, c'est que cette démarche d'éducation populaire-là, elle peut permettre de renforcer le positionnement des groupes féministes face à la réforme du B, plus largement au plan santé et en général dans les politiques publiques en matière de santé. Puis, on croit vraiment que cette éducation populaire-là peut nourrir l'indignation qui est essentielle à la mise en action collective et à la riposte. Et dernier élément, les actions en alliance. Donc, on riposte aussi en participant avec d'autres organisations au Front féministe de résistance et d'action politique, les Carrés Mauves. Mais je vais laisser ma camarade Mercedes vous en parler un peu plus tard. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Euh, ben, sans plus tarder, peut-être une question à propos du webinaire. Donc, le webinaire qui vient comme un résultat de vos analyses, l'analyse féministe là, du plan santé. Est-ce que c'est un webinaire que vous proposez? Est-ce qu'il y a une version enregistrée quelque part que les gens peuvent visionner ou commander ou comment ça fonctionne? Donc oui, c'est un webinaire qu'on propose. Il n'y a pas d'enregistrement, donc il faut nous écrire pour nous inviter
à le faire. Donc, je vais vous mettre dans le clavartage d'ailleurs un lien vers, si jamais le document de vision vous intéresse, vous voulez aller le feuilleter ou vous voulez nous écrire pour discuter du webinaire. Ça va vraiment nous faire plaisir. Merci beaucoup, Audrey. On a eu la question aussi à savoir s'il y aurait un document écrit qui récapitulerait un peu l'ensemble du webinaire. Ça serait clairement une option intéressante puisque plusieurs personnes aujourd'hui nous partagent des ressources, des documents, des événements à venir, là, une offre de webinaire. On pourrait préparer quelque chose dans ce genre-là par la suite et les rendre accessibles publiquement, mais aussi l'envoyer par courriel à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire de ce midi, qu'on aurait la possibilité de contacter par courriel. Euh, Ici, je vois une question par rapport aux objectifs concrets qu'on essaie d'atteindre. Est-ce que vous avez une liste d'objectifs concrets que vous souhaitez atteindre si l'analyse féministe du plan santé permettait en fait d'amener des changements à la lumière de ce que vous souhaitez? Je ne sais pas si je comprends bien la question, mais ça me paraît une question intéressante, me semble. Oui, ben c'est justement ce qu'on aimait de pouvoir se doter d'une vision commune. C'était aussi de dire, ben on sait, des fois on sait plus facilement ce à quoi on s'oppose que ce qu'on recherche. C'est quoi notre monde idéal? Donc, oui, justement, dans notre vision commune, on parle par exemple de l'importance pour nous de la complémentarité des acteurs et des actrices dans le réseau de la santé. On veut pas, par exemple, que les groupes communautaires soient des sous-contractants, mais vraiment plus des alliés complémentaires. On parle aussi d'autonomie corporelle, justement, comment j'en parlais, d'auto-santé, l'importance d'avoir une prise en charge globale des personnes, donc avoir des relations thérapeutiques égalitaires. Donc, c'est tout ce genre de choses-là qu'on met de l'avant de manière assez large, mais qui, on pense, va nous permettre de se positionner quand on va avoir des projets concrets comme la réforme du B et le plan santé. Merci beaucoup. Audrey aussi au début de la présentation nous parlait d'enjeux démocratie en fait au moment des consultations. Donc j'aimerais revenir rapidement sur le déficit démocratique en fait du plan santé au sens large. On peut observer comment je dirais, qui se manifeste de plusieurs façons. Donc, d'abord, à l'intérieur même du plan santé, il y a un recul des espaces démocratiques qui permettent aux gens de participer aux décisions à l'intérieur du réseau de la santé et des services sociaux. On avait les comités des usagers qui étaient très inquiets pendant les consultations et tout ça. On parle de perte d'autonomie de façon générale. Donc, Audrey nous a parlé de perte d'autonomie pour les femmes en ce qui concerne la santé reproductive. Puis après, Mercedes Robert va nous parler aussi de perte d'autonomie ou la mise en péril, en fait, de l'autonomie des organismes communautaires en santé et services sociaux. Donc, le recul des espaces démocratiques à l'intérieur du réseau, il y a le déficit démocratique qui s'est opéré pendant le processus du projet de loi 15. Donc, non seulement des consultations qui permettaient pas d'entendre tous les groupes qui souhaitaient s'exprimer, comme Audrey a dit, mais aussi qui finalement ont été interrompus par un bâillon imposé par le gouvernement pour mettre fin au débat puis simplement adopter le projet de loi. Et finalement, je le mentionne rapidement, les autres éléments du plan santé qui ont fait l'objet de strictement aucun processus consultatif démocratique libre et ouvert. Je pense notamment au décret de décembre 2022 qui modifiait le règlement d'application de la loi sur l'assurance maladie, qui enlève de la couverture publique certains services qui maintenant peuvent être couverts par des assurances, mais ce qui vient ultimement accélérer la privatisation et remettre davantage le fardeau sur les individus d'avoir une bonne police d'assurance. Donc, c'est vers ça qu'on se dirige tranquillement à travers différents éléments du plan santé. Quand je parle de ce décret-là de décembre 2022, ça a été adopté tout à fait en catimini et sans débat démocratique. Donc, si je retourne aux questions, on a eu aussi dans le chat là, plusieurs petites bribes de témoignages, donc ce que les gens observent. Ce qu'on observe aussi, c'est que les changements sont observables rapidement. Je me rappelle Arnold Eberman, je me permets de le dire
il me corrigera si je me trompe, mais qu'il y a quelques mois, avait constaté sur Rendez-vous Santé Québec pour prendre un rendez-vous que les 10 premières options qui sortaient étaient des rendez-vous au privé. Donc, c'est déjà un changement très rapide par rapport à ce qu'on aurait trouvé comme liste de rendez-vous potentiels il y a 1 an ou 2. Dans le chat, on a vu quelqu'un qui dit avoir vu un CI3S publiciser des services d'optométristes privés pour des soins oculaires, mais sans parler des coûts qui allaient être associés à ces services-là. L'orthophonie au public qui a aussi des lacunes en termes d'accessibilité. Donc, un accès très limité. Ensuite, on doit passer au privé avec tous les frais que ça implique. Une question ici qui est intéressante, surtout si on veut alimenter là, la partie mobilisation de ce webinaire. Est-ce que dans vos actions actuelles, Audrey, à travers le regroupement des tables, vous êtes la sensation d'être entendu par le gouvernement et les élus ou d'autres acteurs clés? Est-ce qu'il y a une écoute où on passe vraiment en mode il faut lutter plus loin parce que la porte est fermée? Donc, c'est quoi la sensation générale? C'est très difficile d'être véritablement entendu, à notre avis. Nous, on pense qu'on a été invités, par exemple, lors du projet de loi 15 pour parler d'analyse différenciée selon les sexes. Bon, le gouvernement ne voulait pas l'intersectionnalité. Nous, on en a parlé, mais même à ça, on a eu des belles promesses dans la consultation, comme je le mentionnais tantôt, mais ça n'a pas du tout été exécuté, même si ça fait plus de 30 ans que le gouvernement s'engage à faire cette analyse-là. Ce serait la moindre des choses. Je voudrais, pour être juste, il y avait quand même un élément dans le projet de loi qui était relatif à l'interruption volontaire de grossesse, qui allait demander des agréments au centre de santé des femmes qui offrait ces services-là. Ça a été retiré parce qu'il y a eu de nombreux drapeaux rouges et des groupes qui se sont mobilisés. Donc, ça, on dirait qu'il y a eu de l'écoute, peut-être parce que la ministre Biron, la ministre de la Condition féminine, a à cœur ce dossier-là. Mais outre ça, on n'a pas, on peut nous recevoir, on peut nous faire parler, mais est-ce qu'on écoute vraiment le sens de ce qu'on apporte? Je ne crois pas, à cause des conséquences politiques que ça donne, puis qu'on a une vision profondément différente de ce qui est mis de l'avant par la CAQ en ce moment. Donc, il faut construire un rapport de force et démontrer que, comme population, comme groupe de la société civile, ce n'est pas notre vision du système de santé. Merci beaucoup. Ensuite, ben, Audrey nous a aussi beaucoup parlé d'autonomie. Donc, je pense que ça fait bien le pont avec notre prochaine intervenante, qui est Mercedes Roberge. Donc, Mercedes, qui est de la, bon, j'ai noté la TRP-OCB. Je vais la laisser elle-même nous présenter cet acronyme qui va nous parler en fait de l'autonomie des groupes communautaires en santé et services sociaux. Oui, alors c'est la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Alors, Je le merci. savais, mais j'avais peur de me tromper, donc je voulais vous laisser. Alors donc, je suis coordonnatrice de la table et moi, j'ai le goût de vous parler de la riposte du mouvement communautaire au plan santé, à quel point elle a été forte et à quel point elle va continuer de l'être. Euh, les actions réalisées par la table, là, la table des regroupements, on va raccourcir ça par la table. Pour l'avenir, vous pouvez aussi nous reconnaître par le sigle TRPOCB. Mais nos actions ont pris vraiment différentes formes. Certaines ont été plus visibles que d'autres. Et toutes nos actions visent encore à améliorer la santé et le bien-être de la population, la défense du système public universel et gratuit, la promotion et la protection de l'autonomie des groupes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux. Quand on parle des OCAS, OCA3S, c'est de ces 3000 groupes-là dont on parle. Et tout ça pour protéger leurs pratiques et les protéger en tant que lieu de participation démocratique. La Table a 30 ans cette année, mais bien avant sa création, elle analysait déjà les réformes du réseau et elle intervenait déjà. Il y a une douzaine de regroupements qui ont commencé à se réunir sur une base régulière. En 1985, c'était la commission Rochon. Et il y a eu une importante mobilisation des groupes communautaires, des 800 mémoires, il y en a la moitié qui venaient des groupes à ce moment-là. Et
par les actions de la table, c'est tout le communautaire qui est impliqué. J'ai nommé les 3000 groupes, mais ces 3000 groupes-là sont réunis au sein de la table par les 47 membres actuels de la table, des regroupements. Je vous en nomme quelques-uns pour illustrer. L'Aire des centres de femmes, le regroupement des cuisines collectives, Fédération des centres d'action bénévole, le regroupement des maisons des jeunes, l'Association des centres d'écoute téléphonique, regroupement des ressources alternatives en santé mentale, Banque alimentaire, les 3 regroupements pour l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales, Réseau Solidarité Itinérance, etc. Quand la table intervient, c'est donc beaucoup de monde qui est touché et c'est toujours dans une optique de par, pour et avec les personnes directement concernées. La table, c'est une des 2 interlocutrices nationales du ministère de la Santé pour le communautaire et elle travaille beaucoup à surveiller tout ce qui touche au PSOC en revendiquant un financement à la hauteur et aussi des règles administratives équitables. Des règles qui vont préserver les pratiques différentes des groupes communautaires de celles du réseau, qui vont protéger leur démocratie interne et leur lieu de participation comme lieu de participation aux décisions pour la population. J'ai fait un tour rapide des interventions de la table depuis le dépôt du plan santé. Donc, depuis bientôt 3 ans, j'en ai trouvé une 50aine. Plusieurs réalisés sur notre propre base, dont la présentation de notre mémoire sur le PL15. On était le 2e groupe communautaire à participer, à être entendu à la commission dont Audrey parlait, mais beaucoup en s'alliant aux autres groupes, car les alliances ont toujours été très, très importantes pour la table et c'est devenu encore plus pertinent de le faire. Pour riposter au plan santé, la table a réalisé des actions avec des organisations communautaires qui œuvrent dans d'autres domaines, mais dont les préoccupations se recoupent. Par exemple, en étant membre du Comité droit à la santé de la Ligue des droits et libertés, mais beaucoup d'actions de la table ont été faites en alliance avec le milieu syndical, dans des coalitions qui ont été mentionnées par Émilie, par Audrey et qui vont l'être encore par Anne-Sophie et Arnold qui vont suivre, comme la coalition Solidarité Santé, la coalition Main Rouge, le Front féministe de résistance et d'action politique et bien sûr l'organisation des journées Le Privé Tout Sauf Santé. Il y a aussi à la coalition Riposte au plan santé, qui est l'hôte de l'événement d'aujourd'hui. Cette coalition-là nous permet d'élargir encore plus les alliances en travaillant avec des groupes de médecins qui partagent notre opposition à la privatisation du réseau. Partout, comme table, on s'est fait un point d'honneur de soulever les enjeux qui intéressent bien sûr l'ensemble de la population, mais qui préservent l'autonomie de pouvoir et le pouvoir d'agir des groupes communautaires. On a une vision large et également des conséquences sur les travailleuses et les travailleurs du réseau public et aussi celles et ceux du milieu communautaire, mais donc pour toute la population. On a profité donc de toutes les occasions qui s'offraient pour partager notre message, partager notre analyse. On l'a même inscrit ça dans nos mémoires prébudgétaires de 2003 et 2024, où on a souligné les problèmes du plan santé et de la future, à ce moment-là, Agence Santé Québec. On a donc fait des communiqués, des lettres ouvertes collectives, on a fait de la sensibilisation par des campagnes visuelles, des mémoires, des rencontres politiques, des rencontres avec les fonctionnaires du ministère et maintenant, en plus avec des fonctionnaires de Santé Québec. Puis, et dès le début, on a sonné l'alarme pour critiquer non seulement le fait qu'il n'y avait pas de débat public, comme Audrey a mentionné, mais aussi pour dénoncer le mépris d'autonomie des OCAS par, entre autres, la comptabilisation des OCAS aux établissements du réseau, comme s'ils en faisaient partie. Ça, c'était dans le document du plan santé. Puis le projet de loi 15, bien, ça a donné une autre forme à ce mépris-là, avec l'obligation de détenir un agrément pour tout le groupe communautaire, sauf ceux que Audrey a mentionnés tout à l'heure, pour tout groupe communautaire qui reçoivent du financement par des ententes de services. On a soulevé ce problème-là par plusieurs interventions, entre autres durant l'étude détaillée en intervenant directement par lettre auprès des membres de la Commission de la santé et des services sociaux avant que l'adoption se fasse par bâillon, mais on n'a pas gagné plus que ce dont Audrey a parlé, donc une exclusion très petite pour l'instant. C'est quoi ça, l'agrément? Bien, dans la nouvelle loi, qu'on appelle la LG 4S maintenant, je vais vous donner les numéros des articles pour référence, là, mais on n'ira pas les regarder. Il y a des articles 508 à 525.
qui instaure une nouvelle condition pour obtenir un financement par entente de service. Évidemment, c'est le financement à la mission globale qui est celui que nous favorisons pour les OCAS, mais dans le contexte d'un sous-financement, sur ce financement-là, il y a des groupes qui sont obligés d'aller vers des ententes de service. Donc, l'obligation de se conformer à un agrément, c'est des règles à suivre pour être encadré. Ça va compromettre l'autonomie de l'ensemble des OCAS. Puis c'est ce qu'on a démontré aux personnes élues et au personnel politique et aux fonctionnaires aussi du ministère. Les OCAS sont autonomes dans tout ce qu'ils font, du lundi au vendredi, quelle que soit la part de financement qui permet leurs activités durant leur fonctionnement, durant toute la semaine. Donc, et ces articles-là sont incompatibles avec une assurance qui est donnée ailleurs dans la loi, qui l'était depuis fort longtemps dans la loi précédente aussi, qui est qu'un groupe communautaire qui reçoit une subvention, notamment par entente de service, définit librement ses orientations, ses politiques et ses approches. Ça ne sera plus possible en ayant signé un agrément. Donc, à toutes les rencontres, nous, avec les fonctionnaires du ministère, depuis le dépôt du plan santé, puis maintenant devant Santé Québec, on demande que les articles sur l'agrément soient recadrés pour ne pas s'appliquer à tous les OCAS qui vont demander des ententes de service, mais uniquement aux maisons de soins de fin de vie, parce que pour ces maisons-là, une quarantaine de maisons de soins de fin de vie qui sont financées par entente de service, qu'il paraît que le ministre pensait lorsqu'il a écrit ces articles-là. C'est ce qu'il a affirmé durant la commission. Sauf que ce n'est pas écrit dans la loi. Et nous, on a obtenu, on cherche bien sûr à obtenir par les fonctionnaires du ministère de pouvoir en discuter. Et récemment, on nous a annoncé qu'une sous-ministre allait bientôt nous expliquer, je mets des guillemets, comment l'agrément serait appliqué. Ce n'est pas une explication qu'on attend. C'est d'avoir l'assurance que l'agrément sera limité. Et puisque ce n'est pas écrit dans la loi, on va se demander comment on va faire pour avoir une protection à ce sujet. Et on est toujours en attente de cette rencontre. La table va continuer à riposter. Donc, ce n'est pas parce que Santé Québec est en place que nous cessons. On va continuer donc de travailler à exclure l'ensemble des OCAS de l'obligation d'agrément. On va continuer de talonner les niveaux administratifs et politiques jusqu'à ce qu'on ait l'assurance que c'est limité. On va aussi suivre de près le fonctionnement de Santé Québec et du ministère. C'est encore nébuleux. On sait que les responsables PSOC dans toutes les régions, PSOC, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires, qui ont un volet mission globale important. On sait que les responsables de ce programme-là qui travaillaient dans les CIUS ont changé d'employeur. Leur employeur est maintenant Santé Québec. Et en théorie, ça fait en sorte que ces personnes-là ont tous maintenant le même employeur alors qu'avant, c'était différent. Et cette situation-là va rendre totalement incohérente des différences d'interprétation et d'application des règles du PSOC. On va donc suivre ça de près. Lors des rencontres qu'on a avec les fonctionnaires, on assiste là à un jeu de ping-pong pour l'instant. Les règles ne sont pas claires. On nous dit que les orientations vont relever du ministère, comme par exemple pour la rédaction de guides sur les règles de fonctionnement, donc des guides généraux, et que Santé Québec va être en charge des opérations, donc de l'administration du PSOC. Sauf que ce qui est incohérent, c'est qu'on nous dit que Santé Québec va aussi rédiger des documents structurants. Par exemple, la prochaine convention tribunal. Ce n'est pas logique avec la distinction entre orientation et opération. On va aussi, bien entendu, continuer les alliances. J'invite spécialement les féministes et leurs alliés à porter le carré mauve que Audrey et moi et peut-être d'autres aujourd'hui arborent. Il y a une page Facebook pour ce front-là, qui n'est pas un groupe organisé, mais il y a quand même 1300 personnes sur ce groupe Facebook. Et on invite aussi les féministes à appliquer une analyse féministe à toutes les atteintes aux droits humains, à défendre le droit à la santé, à défendre le droit d'association. C'est un groupe informel qui est issu d'une journée féministe qui s'est tenue le 28 novembre 2023 en présence de 150 personnes, alors que le projet de loi 15 était à ce moment-là en fin de parcours. Il n'était pas adopté, mais c'était pas loin.
Et c'est les enjeux, on était aussi tout près de la grève, donc qui avait fait voir les enjeux féministes de la grève des travailleuses et des travailleurs du secteur public. Donc, l'idée de ce front-là et de la rencontre du mois de novembre 23, c'est la vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux. Je dis, tu vois, qui en a eu l'idée. Et la table s'est impliquée dès le début. Euh, et ça nous permettait de mettre en lumière l'ancrage du féminisme dans le mouvement communautaire autonome mixte, et donc spécifiquement dans le domaine de la santé et des services sociaux pour notre cas. Puis, on était 8 panélistes à ce moment-là, dont moi-même. Euh, on vous invite aussi les groupes communautaires qui ne l'ont pas encore fait à s'inscrire aux journées des 21 et 22 février, le privé Tout sauf santé dont Émilie a parlé. Ça se passe au Cégep de Maisonneuve. Stéphanie Vallée, la présidente de la table, va faire partie du panel du 22 qui va démontrer que le mouvement communautaire, de par sa nature et de par ses actions, est un levier d'action pour faire barrière à la privatisation. Donc, pour toute cette suite-là, nous aurons besoin de vous. Les groupes communautaires auront besoin de leurs membres. Les groupes communautaires auront besoin de leurs alliés du mouvement syndical et vice-versa, j'oserais dire, pour continuer de riposter et de continuer de défendre la population, de défendre les groupes que la population s'est donnés. C'est important qu'elle continue d'y avoir accès selon le fonctionnement que les groupes veulent avoir. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mercedes. C'est très vif aussi dans le chat, là, toutes les réactions, les questions, les partages de liens pour aller s'intéresser à certaines mobilisations, s'inscrire et tout. On a reçu des questions, deux questions en fait que je vois un peu liées l'une avec l'autre. Une question qui est générale et que n'importe quelle des personnes intervenantes ici a peut-être des éléments de réponse à apporter. Donc, pourquoi est-ce qu'on se dirige vers la privatisation du réseau public? C'est quoi la motivation? C'est quoi le problème que le gouvernement veut régler avec cette privatisation? Ou c'est quoi la vision, en fait, qui fait qu'il se dirige vers ça? C'est sûr qu'on pourrait avoir, ben, au sens large, là, il y a peut-être différentes visions, en fait, de quel est le rôle de l'État dans la mise en œuvre des droits, particulièrement les droits économiques et sociaux, comme le droit à la santé. Comment le gouvernement voit-il son rôle et pourquoi il essaie de se décharger de ses responsabilités pour aller vers un modèle qui va déposer davantage le fardeau sur les individus que sur la collectivité. Par contre, il s'agit d'un choix de société et c'est un choix de société qu'on n'a pas fait. Donc, c'est peut-être mon ébauche de réponse à cette grande question. Mais l'autre question qu'on a reçue, c'est par rapport au pouvoir des lobbies. Et en matière de santé et services sociaux, je pense que Mercedes participe aussi activement à une campagne qui a pour but d'empêcher que les organismes sans but lucratif, comme les organismes communautaires, soient assimilés à des lobbyistes, au sens où on l'entend, avec des lobbyistes qui viennent défendre des intérêts privés, que ce soit des magnats du pétrole, des compagnies pharmaceutiques, toutes sortes de choses comme ça. Je ne sais pas si à travers cette campagne, mon OSBL n'est pas un lobby. C'est aussi des pistes de réponse. Tu connais l'ampleur des relations, des portes tournantes ou des relations de lobbyisme entre le gouvernement actuel et certains intérêts privés en santé et services sociaux. Donc, je te relance un peu la balle comme ça, mais s'il y a d'autres de nos intervenants qui ont des pistes de réponse, mais pourquoi on se dirige vers une telle privatisation? Qu'est-ce qui peut bien motiver le gouvernement à faire ces décisions-là? Voilà. Si je peux poursuivre là-dessus, tu fais des liens déjà entre la privatisation et les lobbies. C'est clair qu'il y a des lobbies qui ont des intérêts financiers à ce que le système de santé soit privatisé. Et le gouvernement semble vouloir se déresponsabiliser de ses responsabilités face au bien-être de la population. Euh, et c'est de l'État dont on attend le respect des droits. On peut difficilement attendre ça d'une compagnie privée. Euh, mais de l'État, on a raison de demander des comptes, on a raison de demander des résultats, bien sûr. Et c'est
Pour revenir au lobby, c'est clair que, comme je l'ai nommé au long de ma présentation, on défend le droit à la santé, mais on défend aussi le droit d'association parce que c'est par l'association, par la mise en commun des énergies qu'on est plus forte, qu'on se bat, lorsqu'on se bat sur sur des dossiers très, 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 très lourd, quoi. Et se mettre en commun, c'est exercer son droit d'association et c'est ce qui serait en péril si tous les OSBL étaient assujettis à la loi sur l'obéisme. Parce que ce que l'on fait comme groupe communautaire ou comme OSBL de manière générale, on est mandaté toujours par des groupes qui nous envoient par- nous envoie faire des rencontres et qui nous envoie porter des messages collectifs. C'est tout à fait différent du lobbyisme que pourrait faire le propriétaire d'une compagnie qui voudrait augmenter sa part de profit et qui retirerait un avantage pécunier direct de ces interventions-là. Ce n'est pas notre cas. Lorsqu'on fait des représentations euh, pour, par exemple, empêcher le réseau de se privatiser davantage, parce qu'il en a déjà des gros bouts qui sont privatisés. On essaie de limiter les dégâts. Euh, Lorsqu'on fait ça, on en retire, il n'y a pas d'avantage monétaire particulier qu'on retire de ça. On est sans but lucratif et nos membres sont des organisations sans but lucratif. Ça fait une différence dans les interventions qu'on fait. Et, et c'est pour ça qu'on peut parler pour, en revendiquant euh, des améliorations qui vont avoir des retombées sur l'ensemble de la population. Merci, Mercedes. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes parmi les panélistes d'aujourd'hui là, qui avaient des pistes de réponse par rapport à pourquoi cette privatisation. S'il n'y a pas d'élan particulier sur cette question-là. J'aimerais quand même, Mercedes, soumettre une autre question fort intéressante qui est, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple très concret, terre à terre? Qu'est-ce que ça pourrait représenter concrètement comme changement? Un exemple, en fait, de l'impact que ça aurait de devenir une OCAS sans son autonomie. Ah, ben en fait, on fait référence à l'agrément. Donc, l'agrément, par exemple, ça va être, parce qu'on n'a pas les détails encore, de se conformer à des règles, d'avoir tel environnement. Ça peut aller jusqu'à exiger que les personnes qui travaillent pour le groupe aient un diplôme particulier. Ça peut exiger que le temps accordé à une personne ne dépasse pas tant de minutes, que toutes sortes de consignes qu'on sait qui sont actuellement imposées aux travailleuses et aux travailleurs du réseau et qui se battent pour mettre fin à ça, ben, c'est ça qui va nous retomber sur les épaules comme groupe communautaire, des groupes communautaires ceux qui vont avoir une partie de leur financement en entente de service. Parce que là, je fais une parenthèse, mais les ententes de service, aucun groupe n'est financé que par ça. C'est toujours en complément du financement à la mission globale. Donc, je ne sais pas moi, un 10 000 en entente de service, puis après ça, s'ajoutant un 100 000 de mission globale. Et là, toutes les actions du groupe vont être limitées parce que ce ne seront plus les membres qui vont décider de la manière d'intervenir, des pratiques, de qui on embauche, du style, pour mettre ça très, très général, de notre intervention, de notre manière d'aider, de soutenir la population, mais ce ne sera plus les membres d'un groupe qui vont décider ça, mais ça va être les règles à suivre de l'agrément, donc le bailleur de fonds, le ministère, ou maintenant qu'on va l'appeler Santé Québec. Donc, c'est au quotidien que ça risque de changer les choses. J'ai encore espoir qu'on ait qu'on obtienne gain de cause et qu'on obtienne une limitation à l'application de l'agrément. Euh, j'ai encore espoir de ça. Donc, il ne faut pas baisser les bras.
Merci, Mercedes. Puis se rappeler que le communautaire en santé et services sociaux, c'est pas le sous-traitant du gouvernement. Et le gouvernement ne peut pas se décharger de ses responsabilités en prenant simplement pour acquis le fait que le communautaire va s'en occuper. C'est ni un ni l'autre. Je vais passer la parole maintenant. Je vois qu'une main levée, mais on ne prend pas d'intervention à voix haute. C'est vraiment d'écrire dans la boîte de discussion si vous avez des questions, des commentaires ou des éléments de témoignage également. Ensuite, je passerai la parole dès maintenant à Anne Plourde qui s'est jointe à nous. Donc, Anne Plourde qui était justement mentionnée dans la boîte de discussion il y a quelques instants en référence à un article. Anne Plourde de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui s'est intéressé beaucoup à la privatisation, mais qui a aussi construit un plan pour remédier au plan santé, en fin de compte. Donc, Anne, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je voudrais commencer juste rapidement par dire que je suis désolée de ne pas avoir pu être avec vous depuis le début de la rencontre et de ne pas pouvoir rester après ma présentation. J'avais deux réunions ce matin, puis j'ai 3 autres réunions qui m'attendent après la rencontre d'aujourd'hui. Mais je suis contente de pouvoir être là au moins pour faire cette présentation-là. C'est ça, on nous a demandé de vous présenter un peu, ça a été quoi les réactions de l'IRIS à la réforme du B. Nous, à l'IRIS, on a été assez actifs là, à partir du moment où ces annonces-là avaient été faites là, de cette réforme-là qui s'en venait. On a fait pendant toute l'année 2023 beaucoup de petites publications, des articles. On a réagi beaucoup à la réforme, beaucoup sur l'enjeu de la privatisation, effectivement, beaucoup sur l'enjeu de la centralisation également. Puis le discours qu'on a martelé pendant ces mois-là, ça a été beaucoup de dire que la réforme du B, ce qu'elle nous propose de faire, en gros, c'est de continuer encore plus loin dans la mauvaise direction qui est celle des réformes précédentes, c'est-à-dire plus de centralisation, plus de privatisation et moins de démocratie et de place pour les citoyennes et les citoyens dans le réseau. L'aboutissement un peu logique de cette démarche-là, c'était de dire, on sait que la réforme du B nous prévoit en fait, on peut prévoir que cette réforme-là va aboutir à un échec, hein, parce qu'on essaie d'apporter des solutions provoquées aux problèmes qui ont été provoqués par les réformes précédentes avec des méthodes qui correspondent exactement aux mêmes que les réformes précédentes. Donc, on ne s'attend pas à ce que cette réforme-là soit un succès. Donc, commençons dès maintenant à réfléchir aux vraies solutions dont le réseau de la santé et des services sociaux aurait besoin pour véritablement donc répondre aux problèmes actuels du réseau qui sont bien réels. Et donc, on a entamé une démarche d'élaborer 6 remèdes pour le réseau de la santé et des services sociaux. On a exposé ces remèdes-là dans un premier grand conseil stratégique qu'on a tenu à l'IRIS avec nos partenaires. Il y a eu et même en fait à des groupes élargis, là, pas seulement à nos partenaires, il y a eu une participation quand même assez intéressante à ce conseil stratégique-là. Et suite aux discussions avec les partenaires, donc on a finalement abouti à cette publication-là. Donc, je peux vous montrer ici les 6 remèdes pour révolutionner le réseau de la santé et des services sociaux. Cette publication-là, elle est disponible gratuitement, comme toutes nos publications, là, sur notre site Internet. Ça se veut un outil de mobilisation pour les organisations qui sont à la recherche de vraies solutions aux problèmes du réseau. Donc là, j'ai pas beaucoup de temps. Normalement, quand je fais une présentation sur les 6 remèdes, ça prend 1 heure. Il me reste à peu près 5 minutes là, pour faire cette présentation-là. Donc, je vais seulement énumérer les 6 remèdes, mais vous pouvez avoir tous les détails là, dans la publication. Il y a une petite période de discussion aussi, je crois, qui est prévue. Donc, la première solution qu'on propose, c'est une solution qui vise à décentraliser le réseau et à redémocratiser le réseau, la gestion du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, on recommande de créer 400 pôles sociaux pour favoriser un contact et des instances décisionnelles, un contact entre la population
et le réseau, et donc un contact réel du réseau avec les populations locales. Ces pôles sociaux-là, ce seraient des instances décisionnelles qui seraient réparties sur l'ensemble du territoire québécois, donc des conseils d'administration qui seraient composés de citoyennes et de citoyens, de travailleuses et de travailleurs du réseau et de gestionnaires du réseau. Et ces instances décisionnelles-là seraient responsables de la gestion des services sur leur territoire local. Donc, c'est une proposition pour décentraliser et redémocratiser la gestion du réseau. Notre deuxième proposition, c'est de viser une répartition 50-50 pour les dépenses en santé et services sociaux, donc 50% pour le curatif et le préventif, et 50%, pardon, pour le préventif et la première ligne, et 50% pour le curatif. Donc ça implique un réinvestissement massif en première ligne et en prévention si on veut arriver à avoir des dépenses totales du réseau de la santé et des services sociaux qui seraient partagées à part égale entre la prévention, la première ligne, et d'autre part, les services curatifs comme les services spécialisés, ultra spécialisés qui sont donnés dans les hôpitaux. Donc, on propose en gros de concrétiser un vrai virage vers la prévention et vers la première ligne, ce qui fait partie des recommandations d'à peu près tous les experts et ce qui fait partie des meilleures pratiques un peu partout dans le monde et ce qu'on souhaite faire au Québec d'ailleurs aussi depuis très longtemps, un virage vers la prévention et la première ligne. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est, bien, si on veut y parvenir à ce virage-là, il va falloir investir en première ligne et en prévention. Il va falloir rééquilibrer les dépenses du réseau. La troisième solution, c'est d'utiliser une partie de ces réinvestissements-là massifs en première ligne pour doubler d'urgence les investissements dans 4 domaines qu'on considère prioritaires en santé et services sociaux. Ces 4 domaines-là, ce sont la santé publique, la santé mentale, le soutien à domicile et le secteur communautaire. Donc, on pense qu'en doublant d'urgence les investissements dans ces 4 secteurs-là, on pourrait faire une véritable différence dans l'efficacité du réseau de la santé et des services sociaux et résoudre toutes sortes de problèmes qui grèvent le réseau comme l'engorgement des urgences, comme toutes sortes d'autres problèmes qui sont traités seulement à l'urgence finalement et qui pourraient être pris en charge de manière beaucoup plus saine et plus efficace, et ce qui permettrait aussi d'agir mieux sur les déterminants sociaux de la santé. Quatrième proposition, encore une fois, utiliser ces investissements massifs-là qu'on ferait en première ligne pour ajouter 100 000 personnes aux effectifs du réseau public. Ça, c'est une proposition qui peut sembler assez ambitieuse et qui peut même sembler difficilement réalisable dans un contexte où on nous dit qu'il y a une pénurie de personnel en santé et services sociaux. Donc, comment on va faire pour aller chercher ces 100 000 personnes-là pour regarnir le réseau? On a fait d'autres études à l'IRIS un peu plus tard, là, suite à la publication des Systomèdes, qui ont montré qu'en réalité, il n'y a pas une pénurie de personnel si réelle que ça dans le secteur de la santé et des services sociaux en général. Il y a une pénurie dans le réseau public. Mais quand on regarde dans le secteur privé, il y a de la main-d'œuvre qui est là et qui est disponible et qu'on pourrait aller chercher pour regarnir les effectifs du réseau public. Parce que dans le réseau public, effectivement, on a pu constater qu'il y a un manque réel, une pénurie réelle d'effectifs et on va avoir besoin d'ajouter des effectifs aussi pour faire face aux défis qui s'en viennent, c'est-à-dire le vieillissement de la population, la crise climatique, qui vont avoir pour effet d'augmenter les besoins. Cinquième solution, on propose, cette solution-là, c'est zéro profit avec la maladie. Donc, on propose de déprivatiser complètement les services de santé et les services sociaux, c'est-à-dire là, on propose des mécanismes là, assez précis là, dans cette proposition-là pour arriver à déprivatiser le réseau de la santé et des services sociaux. Entre autres, ce qu'on propose, c'est de rendre conditionnel tous les investissements publics auprès d'organismes au fait que ces organismes-là se convertissent en organismes à but non lucratif ou encore qu'ils intègrent le réseau public. Je vois dans le chat là, la question de nationaliser. Bien, comme je le dis, en fait, c'est vraiment pas nécessairement de nationaliser
pas nécessairement une intégration complète au réseau public, mais ce qu'on veut, c'est que tous les fonds publics qui sont investis auprès d'entreprises, par exemple, ben, si ces entreprises-là veulent continuer à bénéficier des fonds publics, elles vont devoir se transformer en organisations à but non lucratif et avoir des méthodes de gestion démocratiques et transparentes qui permettent là, d'avoir un véritable suivi des dépenses publiques qui sont effectuées dans ces entreprises-là et un véritable contrôle démocratique aussi sur leurs activités. Et finalement, la dernière solution, la solution numéro 6, et là, je les nomme en numéros, mais en réalité, il n'y a pas nécessairement là, une hiérarchie là, entre ces différentes propositions-là. La dernière proposition, c'est de démédicaliser le réseau de la santé et des services sociaux. Et ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est de salarier les médecins, donc de mettre fin à ce statut particulier de travailleur autonome là, des médecins au sein du réseau qui posent toutes sortes de problèmes. Donc, intégrer les médecins au réseau public, en faire des employés du secteur public comme l'ensemble des autres employés du réseau public de la santé et des services sociaux, réduire leur rémunération parce que le poids que fait peser la rémunération médicale sur les finances publiques est difficile à justifier dans un contexte où on a besoin d'investissements massifs dans d'autres secteurs en santé et services sociaux. Et cette démédicalisation-là du réseau, ça veut aussi dire redonner un rôle important aux autres professionnels de la santé et des services sociaux. Donc, recentrer le réseau sur des équipes multidisciplinaires qui incluent des professionnels de la santé et des professionnels des services sociaux pour que la prise en charge des patientes et des patients ne dépende pas uniquement des 20 000 médecins que compte le Québec, mais que cette prise en charge-là puisse être soutenue par l'ensemble des professionnels qui sont très souvent les mieux placés, en fait, pour répondre à plusieurs des besoins qui sont actuellement répondus pas si bien que ça par les médecins. Donc, ça, c'est nos 6 propositions. Ces propositions-là, elles ont été présentées dans plusieurs milieux. On a eu énormément de demandes de conférences pour qu'on aille présenter nos propositions dans des milieux syndicaux, milieux communautaires. Donc, ça a quand même pas mal circulé. Il y a beaucoup d'intérêt là, pour ces propositions-là. Donc, voilà, je pense qu'en 10 minutes, c'est pas mal ce que j'avais le temps de vous dire très rapidement. Là, je pense qu'il y a une petite période de questions. Peut-être que je pourrais apporter des précisions là, à ce moment-là. Merci beaucoup, Anne. Peut-être la première question que je pourrais te soumettre d'emblée, c'est par rapport au prochain projet de l'IRIS en lien avec le plan santé. Donc, il y a les 6 remèdes, vous continuez à les déployer, à les faire rayonner. Une question dans le chat qui concernait possibilité d'éventuellement étudier les impacts de la privatisation sur différentes communautés, ou est-ce que vous avez d'autres projets concrets déjà pour les prochains mois, là? Oui, ben là, en fait, depuis la publication des 6 remèdes, on a continué à publier des choses sur le système de santé et des services sociaux. Entre autres, on a publié j'en parlais là, une publication sur la pénurie de main-d'œuvre qui vient alimenter cette proposition-là là, d'embaucher 100 000 personnes au sein du réseau public. On a publié aussi sur des moyens pour trouver du financement pour le système de santé du côté des entreprises privées. Donc, on a publié une fiche qui vise à refinancer, à rétablir le financement des services de santé par les entreprises. Et ce qu'on montre dans cette fiche-là, c'est qu'on pourrait aller chercher au moins 10 milliards de dollars par année auprès des entreprises si on les faisait contribuer au même niveau qu'il y a 20 ans. Donc, on propose des moyens d'aller financer ces réformes-là. On a aussi publié récemment une étude beaucoup plus exhaustive que ce qu'on aurait voulu sur un modèle québécois pour le soutien à domicile. Et donc, cette étude-là aussi est disponible, là, puis ça permet aussi de nourrir là, notre proposition de doubler les investissements d'urgence en soutien à domicile. Là, on a 2 publications qui s'en viennent, une sur la santé et la crise climatique. Donc, c'est pas directement en lien avec la réforme du B, mais indirectement, certainement que ce l'est, parce que si on veut être en mesure de faire face à ce défi-là, à cette crise-là, qui est aussi une crise de santé publique, on va devoir faire des réformes importantes là, au sein du réseau. Et là, mon principal programme de recherche pour les prochains mois, c'est vraiment de me concentrer sur les modèles internationaux
de systèmes de santé. Donc, d'aller voir un peu partout dans le monde quels sont les systèmes de santé qui fonctionnent bien, c'est quoi les solutions qui existent dans ces différentes régions-là, comment ça pourrait être appliqué au Québec, et aussi d'aller voir de ce côté-là, ben, les endroits où on privatise les services ailleurs dans le monde, qu'est-ce que ça donne comme conséquence. Donc, aussi aller trouver du matériel là, qui va continuer à soutenir l'idée que la privatisation, c'est loin de faire partie de la solution. Et il y a aussi le livre Santé Inc. Là, que j'ai publié dans la dernière année mais contre la privatisation des services de santé qui a aussi suscité beaucoup de demandes. On sent vraiment beaucoup d'intérêt du côté de la société civile, là, des organismes du milieu communautaire, du milieu syndical, sur ces enjeux-là de la privatisation des services. Merci, Anne. Je me permettrais aussi, parce qu'on avait, avant que tu puisses te joindre à nous, on avait un petit bout de discussion sur mais pourquoi le gouvernement insiste tant pour cette privatisation ou continuer dans la mauvaise direction, comme tu disais dans le début de ta présentation. Puis je pense que tu as des bonnes pistes de réponse peut-être à proposer à cet égard-là, ou je ne sais pas quels obstacles ou quelles réactions rébarbatives vous rencontrez à l'IRIS depuis que vous mettez de l'avant vos 6 remèdes, notamment de la part de la classe politique. Oui, ben, je dirais que du côté de ce qui explique disons, la persistance du gouvernement à mettre en avant des solutions qui ont démontré qu'elles ne fonctionnent pas, cette réponse-là, je l'aborde dans le premier livre que j'ai publié. En fait, là, le capitalisme, c'est mauvais pour la santé. Il faut aller voir, évidemment, les acteurs, les forces politiques qui sont en jeu, les acteurs socio-économiques qui font des pressions sur les gouvernements pour aller vers des solutions comme celle-là. Puis ce qu'on constate quand on analyse l'histoire du système de santé au Québec, c'est que ben, le milieu des affaires, qui est celui qui profite largement de cette privatisation-là des services, a exercé des pressions continues depuis la nationalisation du système de santé au début des années 70. En fait, le milieu des affaires a fortement résisté à cette création-là d'un système public. Et depuis que le système public est créé, ben, le milieu des affaires a exercé des pressions toujours fortes auprès des différents gouvernements pour que les services soient reprivatisés ou encore pour que l'étendue de la couverture publique soit limitée le plus possible. Donc, ça fait certainement partie des réponses parce qu'on sait que ce sont des acteurs qui sont évidemment très puissants, qui ont souvent l'oreille, c'est-à-dire des gouvernements pour cette raison-là. Donc, je dirais, n'ayant pas plus de temps, je n'irai pas plus loin, là, mais je dirais que ça fait partie des pistes d'explication qu'on peut apporter. Merci infiniment, Anne. Ben, sans plus tarder, je vais passer la parole à Sophie Verdon de la Coalition Solidarité Santé. Je vais laisser Sophie expliquer l'ampleur de cette coalition, qu'est-ce qu'elle demande et ce qu'elle organise. Oui, bonjour tout le monde. Donc, une coalition dans une coalition, ça fait beaucoup de monde. Donc, la coalition Solidarité Santé, on existe depuis 1991 et puis on est une coalition composée d'organisations syndicales, communautaires, d'organismes de défense de droits, de comités citoyens et citoyennes en santé et services sociaux. Euh, on représente donc énormément de personnes. Là, finalement, là, donc ici, la table est un de nos membres qui, eux, ont des membres. Donc, on représente vraiment beaucoup de gens, une grosse coalition. Puis nous, ce qu'on défend, c'est les grands principes de notre système de santé publique, universel, accessible, gratuit, intégral, tout ce pourquoi on a un système de santé publique, en fait. T'sais. Donc, pour nous, de toute façon, le plan santé à la base, c'était vraiment une attaque fondamentale à ce qu'on défend depuis plus de 30 ans. On a vu, je vais faire un petit historique plus de nos actions en lien avec le plan santé, mais sachez que la coalition, on travaille en comité, puis nos membres sont vraiment actifs là, dans les comités puis les assemblées générales. On a un comité sur la démocratie, justement, on en parle dans le plan santé. Un comité sur l'assurance médicaments, sur le soutien à domicile, sur la crise climatique. Et puis, on a un comité de mobilisation aussi.
Donc, il y a Marilyn qui va mettre peut-être certains des liens, des trucs que je vais parler, qui sont des liens souvent vers notre site web, là, si vous voulez avoir plus d'infos sur ces actions-là. Puis ça se peut que j'oublie là, certaines actions qu'on a fait là, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le début de PL15, qui était un projet de loi au début. Donc, quand on a eu vent du projet de loi, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le gouvernement disait que ce n'était pas une réforme. Donc, on trouvait ça déjà très drôle compte tenu de l'épaisseur du projet de loi, finalement. Bon, là, maintenant, on sait tous que c'est une réforme, là, mais à l'époque, déjà, on dénonçait un petit peu la manière dont c'était apporté. Puis on se préoccupait déjà tu sais, de la structure gigantesque de Santé Québec, avec raison, comme on va le voir, comme on l'a vu dès le 1er décembre. On aurait mieux aimé ne pas avoir raison, mais on avait raison d'être préoccupé sur le plan santé. On était aussi préoccupé justement sur toute la place des organismes communautaires, de leur autonomie et puis de leur possible instrumentalisation par le gouvernement. Euh, il y avait aussi tout le côté des processus démocratiques qui était déjà quand même diminué là, depuis quelques années. Puis là, on se disait, bon, mais avec cette réforme-là, avec le plan santé, ça risque de diminuer encore plus. Puis tout ce qui concernait aussi l'accessibilité au système de santé publique et puis la privatisation qui était déjà bien en branle depuis plusieurs années, qui a été encore plus exacerbée là, via le plan santé. Je l'ai mis au début de la rencontre, là, mais j'avais mis un lien vers une page qu'on a fait, la coalition, sur comme la réforme du B. Là, dans le fond, tout un historique, les mémoires de nos membres, nos actions. C'est difficile de garder j'ai juste l'expression en anglais, là, mais de garder le cap, on va dire, là, puis de tout répertorier ce qui se fait parce qu'il s'est fait vraiment énormément de choses. On s'est aussi impliqué justement dans la coalition Riposte, là, parce que ça, c'était complètement en lien avec nos revendications. Donc, avant même voyons, l'application de la loi sous Bayon, on avait fait une lettre ouverte justement le comité démocratie sur la refondation du système de santé, ce qui nous préoccupait par rapport au projet de loi. On avait aussi écrit une lettre ouverte pour dénoncer l'absence de consensus. Ça, c'est en décembre 2022. Donc, ça fait quand même un petit bout. Euh, ensuite, on avait fait en février 2023 une journée de réflexion-action parce que là, nos membres, et même c'était ouvert aux non-membres de la coalition, voulaient savoir c'était quoi cette bébite-là, le PL15, ça s'en allait où? Fait que on s'était rencontrés en groupe pour voir qu'est-ce qui préoccupait les membres, puis ça pourrait être quoi des pistes d'action pour tenter que cette réforme-là ne soit pas appliquée. Euh, f- Novembre 2023, juste avant l'adoption sous Bayon, on avait aussi fait une lettre aux élus. Marie-Hélène, elle va mettre le lien aussi. Puis c'est sûr qu'à chaque fois on a 4 assemblées générales par année à la coalition, ben on en a parlé chaque fois de PL15, de la réforme et compagnie. Puis le comité démocratie et mobilisation, ça a été vraiment les deux comités qui ont été le plus actifs là, pour tout ce qui concerne la réforme. Puis il y a plusieurs de nos membres qui ont déposé un mémoire dans les consultations. Là, je mets beaucoup de guillemets parce que finalement, ça a été un petit peu une perte de temps, malheureusement, ces consultations-là, parce que ça a été adopté finalement sous bâillon. Donc, c'est très dommage parce qu'il y avait beaucoup de bonnes choses dans ces mémoires-là, de pistes d'action, de réflexions intéressantes à intégrer qui n'ont pas été intégrées finalement dans le plan santé. Donc, bon, on va dire, pendant l'adoption, ben, on a écrit une lettre pour dénoncer l'adoption sous bâillon, naturellement. Et puis, on a dénoncé la privatisation puis ses effets sur le réseau de la santé et services sociaux. Après l'adoption sous bâillon, il y a eu la création du comité mobilisation. Puis en mai 2024, il y a eu une semaine nationale d'action régionale. Donc là, c'était ensemble contre la réforme du B. C'était vraiment concernant la réforme du B. Puis c'était dans les régions pour que les membres, même il y avait des non-membres aussi qui ont participé, là,
toutes les gens qui étaient impliqués dans le réseau de la santé et services sociaux puissent dénoncer qu'est-ce qui se passe avec la réforme là, tu sais, à ce moment-là. Le 13 juin 2024, il y a eu un comité d'accueil du ministre Dubé qui était à la Chambre de commerce du Grand Montréal. Donc, on essayait comme de l'interpeller là, chaque fois qu'il était avec ses amis du privé, on va dire ça comme ça. Le 23 octobre 2024, il y avait aussi un événement qui était organisé par le Globe and Mail sur le privé en santé. Tu sais, comme quoi, justement, le privé peut être une solution intéressante, puis pourquoi pas, et tu sais, ce discours-là. Donc, on a essayé de s'inviter un petit peu là aussi. Le 1er décembre, on a écrit une lettre ouverte sur Santé Québec ou lors de la déresponsabilisation gouvernementale, justement sur tous les problèmes démocratiques et même d'opérationnalisation de l'intégration de Santé Québec. On a même eu une entrevue là, à une radio assez populaire avec un chroniqueur assez populaire pour parler de notre lettre ouverte. Et puis, on a fait aussi une vidéo qui s'appelle Québec 2038, qui veut, dans le fond, nous projeter dans deux scénarios futuristes. Le premier, ça serait dans un Québec où les conséquences de la privatisation induite par la réforme du B rendent les soins et services de santé inaccessibles. Le deuxième, c'est dans un Québec qui a fait des choix de société où la santé est un droit et où la population a son mot à dire sur les services offerts. Fait qu'on a fait aussi cette vidéo-là. Récemment, là, juste avant les vacances, le 20 décembre, on a envoyé une demande de rencontre avec Santé Québec. On a juste eu un accusé de réception pour l'instant. Puis, tu sais, pour ce qui concerne les solutions, pardon, je pense que les autres interlocutrices ont bien fait ce travail-là là, de nommer les pistes de solutions. Fait que je ne vais pas répéter là, qu'est-ce qui a été dit à ce niveau-là. Puis pour la suite, ben, on continue là, de se mobiliser, on continue d'essayer d'être un interlocuteur privilégié pour continuer à, tu sais, à avoir notre place. Tantôt, il y a quelqu'un qui demandait, vous sentez-vous reçu moyen? Tu sais, pourtant, la coalition représente vraiment beaucoup d'organisations, beaucoup de personnes, puis même à ça, il faut nous faire des demandes pour être invités. Tu sais, fait que déjà à ce niveau-là, Vous êtes pas puis crédible. quand on est entendu, parfois, ben, les recommandations ou qu'est-ce qu'on évoque ne va pas nécessairement être intégré, là, tu sais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour rapidement là, de la plupart de nos actions. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Puis pas Mercedes, Marie-Hélène a mis les liens dans le chat pendant que je parlais. Merci beaucoup, Sophie. Oui, les liens dans le chat, c'était efficace. On voit que c'était bien préparé. J'ai beaucoup apprécié la vidéo Québec 2038. En passant, bravo pour cette façon originale d'aborder, là. Moi, j'avais une question. Tu allais l'aborder vers la fin de ton allocution. On avait la question, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, qui était posée un peu plus tôt. Moi, j'aimerais savoir un peu avec la perspective historique de la Coalition de Solidarité Santé, parce que là, ça va faire presque 35 ans que vous existez. Donc, comment cette écoute-là a varié? Est-ce qu'on est dans une époque où le- comment je dirais, la porte est plus fermée qu'avant, ou est-ce que ça a toujours été le même défi semblable? Et s'il y a eu des changements dans cette écoute, qu'est-ce que ça signifie en termes de stratégie qui est privilégiée par la coalition actuellement? C'est une bonne question parce que ça fait pas 34 ans que je suis à la coalition, là. Mais si je me fie un petit peu à l'historique, je pense que depuis quelques années, on est quand même un petit peu plus entendu. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de place. On a passé juste en 2021 à 2025 de genre 22 membres à 42 membres présentement. Fait que j'ai l'impression, peut-être pas au niveau du gouvernement en tant que tel, mais au niveau des organisations, on dirait qu'on est plus visible. Après ça, si ta question, ça concerne l'écoute du gouvernement, hmm, je pourrais pas te répondre, là. J'ai l'impression qu'on a toujours été ceux qui revendiquent puis, puis qui sont on revendique tu sais, des choses claires, puis parfois les gouvernements ils n'aiment pas nécessairement ça, ce discours-là. On va dire peut-être d'être, nous, on veut un système de santé publique gratuit, accessible. On est contre toute forme de tarification. Fait que des fois,
s'ils veulent moindrement ouvrir la porte au privé, à la tarification, ben, ils veulent pas nécessairement entendre ce message-là, là, tu sais. C'est ça, j'espère répondre du mieux que je peux à ta question, là. J'ai pas nécessairement de réponse historique pour ça. Ben oui, c'est bien correct. Euh, Là, je regarde une question dans le chat qui concerne davantage les 6 remèdes et Anne Plourde a dû nous quitter, donc je vais peut-être la garder pour plus tard ou pour après le webinaire. Ben, merci beaucoup, Sophie. Merci à la Coalition Solidarité Santé de continuer à rassembler autant d'acteurs depuis autant d'années. Je vais passer la parole maintenant à Arnold Aberman, qui est du collectif Soyons la justice sociale et également très impliqué à la Coalition Riposte au plan santé. Oui, bonjour, tu m'entends bien? Oui, OK, excellent. C'est ça, je suis membre de la collectif Soignons la justice sociale et je représente le collectif à niveau de la coalition Riposte Plan Santé. Je vais parler quelques minutes sur qu'est-ce qu'on a fait au collectif depuis les débuts. On existe depuis 2019 et on avait quelques-unes des dossiers dans lesquels nous avons été et sommes impliqués. Le premier dossier, c'était l'abolition, surtout dans la lutte pour la justice pour Soliman Fakiri, qui était un jeune homme racialisé avec des troubles de santé mentale qui a été tué le 15 décembre 2016 par les gardiens de prison en Ontario. Un an après qu'une enquête du coroner a conclu que sa mort était un homicide, aucune des recommandations de l'enquête n'a été appliquée par le gouvernement en Ontario. Une autre chose dans laquelle on est impliqué, c'est le rassemblement annuel le 28 septembre en mémoire de Joyce Echaquan, avec le soutien du Bureau de principe de Joyce. C'est dans un Québec où le racisme systémique qu'on a dit avant existe que Joyce Echaquan, un Atikamekw de Manawan, est décédé, victime de celui-ci. Le plan Dubé, ni la loi sur la sécurisation culturelle par après, ne répondent pas aux recommandations mises de l'avant par les nations Atikamekw pour mettre fin aux injustices qui vivent les Autochtones au sein de notre système de santé. Maintenant, au niveau de la Régie d'assurance maladie du Québec pour tout le monde, pour lequel le reste de ma présentation va être le sujet. On travaille là-dessus comme collectif et aussi au sein de la coalition Riposte Plan Santé. La situation actuelle, il existe plusieurs populations au Québec qui n'ont pas facilement accès à la Régie d'assurance maladie du Québec. Les sans-abri, les personnes souffrant de maladies mentales, les migrants précaires. Les migrants précaires, c'est ceux et celles qui ne sont pas des demandeurs d'asile ni des résidents permanents. Pour les migrants précaires, rien n'est gratuit pour les plus de 18 ans. Et en plus, il y a des frais de soins qui sont majorés. Ça veut dire qu'il y a une surcharge de 200% quand ils se présentent à l'urgence ou quand ils vont aller voir un médecin. L'importance de parler des personnes qui n'ont pas accès à la Régie d'assurance maladie du Québec, c'est de tenir compte de la conjoncture dans laquelle on vit. Ce n'est pas parce que l'EGO et la CAQ disent l'existence de racisme systémique. Arnold, Oui, Arnold, je me permets de t'interrompre. Est-ce que c'est possible de rapprocher un peu le micro oui, euh, de ta bouche pour qu'on entende plus fort? mais oui, t'entends mieux? Merveilleux. Bon, OK, merci. bienvenue. OK, je reviens un peu sur la situation actuelle parce que c'est important pour comprendre pourquoi on met tant d'accent pour la Régie d'assurance maladie du Québec pour tout le monde. C'est pas parce que le GO et la CAQ disent l'existence de racisme systémique que le CLT n'existe pas au Québec. Le GO et Poilievre, le Trump et une Trump velouté, finalement, font des attaques contre les droits des populations racialisées, les migrants et les peuples autochtones. Ils font des migrants des boucs émissaires de nos troubles. Pourquoi je suis devant vous autres quand j'ai plus le chien de parler en public? C'est le vécu des immigrants précaires que je rencontre. C'est l'inaccessibilité des soins et la peur de se présenter à l'urgence. C'est une question de racisme au sein de notre système de santé. Ce n'est pas juste une question d'argent, mais vraiment la discrimination et l'insuffisance des soins pour les populations racialisées, les migrants et les peuples autochtones. Pour moi, devant la montée de droite fasciste qu'on vit maintenant en Amérique du Nord
et partout dans le monde finalement. Il ne faut jamais dévier de notre boussole morale de justice sociale et de notre solidarité sociale pour tout le monde qui vit l'oppression au sein de notre système de santé. On oublie déjà le temps des anges gardiens. Il y a encore 400 anges gardiens qui étaient acceptés, qui n'ont pas de résidence permanente. Après combien d'années maintenant? Comme collectif, qu'est-ce qu'on a fait dans la lutte pour la régie d'assurance maladie du Québec pour tout le monde? La première place où on a été allé, c'était au centre de détention de Laval pour migrants, où la situation des migrants placés en détention, c'est une prison finalement, est odieuse. Nous autres, au collectif, on a réagi comme ressource pour offrir des conseils à des individus à quelques occasions et collectivement lors de la grève de la faim en septembre 2023. Concernant les migrants sans statut et le droit à la santé, on a participé à la Journée d'action nationale en 2019 pour soutenir Nell Toussaint, qui avait vécu avec des maladies irréversibles après que le Canada lui a refusé des soins de santé. En 2018, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a condamné le Canada pour son incapacité à protéger le droit universel à la vie et à la sécurité de la personne. Le Canada a fait preuve de discrimination à l'égard de migrants irréguliers en raison de son statut de migration. Finalement, pendant la pandémie de COVID-19, qu'on se rappelle bien, on avait amorcé une campagne de régie d'assurance maladie de Québec pour tout le monde, dans le contexte où l'Ontario couvrait tout le monde à l'époque, plus maintenant, et au Québec à l'époque, pas du tout. Finalement, oui, ils ont couvert juste les frais liés au COVID. En passant, et je trouve c'est important de souligner ça, il n'y a aucun gouvernement qui a fait faillite en couvrant les frais de santé pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y avait une époque où tout le monde était couvert avec des effets bénéfiques pour tout le monde. Parce que si tout le monde est soigné, tout le monde est protégé. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? C'est d'envoyer une lettre au gouvernement avec 286 signatures comprenant 75 organisations. On a fait une foire aux questions-réponses pertinentes aujourd'hui. Exemple des genres de questions auxquelles on a répondu. Cela, ça veut dire de couvrir tout le monde, va-t-il augmenter les délais d'attente aux urgences pour l'imagerie, pour voir des spécialistes? Et on donnait des réponses. Finalement, comme collectif, on était présent lors de la marche Roxham en juin 2023. C'était une marche populaire de Montréal à Roxham, où il y avait plusieurs, je pense, une centaine de personnes, comme moyen de sensibiliser la population des effets néfastes du statut précaire et à l'importance de la régularisation des migrants sans statut. Maintenant, je vais parler des actions qu'on a prises à la coalition Riposte pour l'ensemble de nos revendications face au plan santé et l'oubli volontaire de la CAQ d'inclure des droits des migrants sans statut, des personnes marginalisées et en particulier les peuples autochtones à des soins de santé et des services sociaux dignes, équitables et sans discrimination. La première chose qu'on a faite, c'était une lettre publiée dans Le Devoir en septembre 2022 qui a déclaré ouvertement notre opposition au plan santé, qui est notre base d'unité. Ensuite, le 13 avril 2023, on a fait une conférence de presse sur le thème Stoppons la machine. La coalition a présenté une série de vignettes pour dénoncer non seulement l'insuffisance, mais aussi les reculs de plans de santé en ce qui concerne l'absence d'un processus démocratique dans l'élaboration de ces plans, sans aucun égard pour les travailleuses et les travailleurs de la santé et services sociaux, les populations marginalisées et les peuples autochtones qui seraient affectés par l'application du plan de santé. Les vignettes peuvent être visionnées et téléchargées sur les réseaux sociaux, sur les sites des membres de la coalition. Aussi, comme c'était dit avant, on a été impliqué dans la lutte contre le projet de loi 15
qui a été adopté sous Bayon en décembre 2023. L'essence, et selon les documents du gouvernement, l'essence même de projet de loi touche plutôt la gouvernance de réseau. Le processus antidémocratique manifesté à la commission parlementaire élèverait le processus antidémocratique de Santé Québec. C'est une gouvernance autoritaire. Malgré une lettre signée par 55 organisations et une conférence de presse en mai 23, seulement 2 organismes communautaires ont présenté leur mémoire en personne, comme c'était dit avant, par la table et le réseau des tables régionales des groupes de femmes de Québec. Tous les 2 sont membres de la coalition Riposte. Notre événement le plus audacieux sur les réseaux sociaux a eu lieu en octobre et novembre 2024, alors que nous avons projeté d'immenses images sur le mur du centre hospitalier de l'Université de Montréal pour souligner, comme vous avez vu au début, il y a la vidéo des images qui étaient présentées et continue de la décision persistante et continue des réseaux de la santé et des services sociaux. De la création des CLSC dans les années 70 au virage ambulatoire des années 90, à la réforme Barrette en 2015, jusqu'à aujourd'hui avec le plan santé, on assiste à une poursuite et la destruction de notre système de santé et de services sociaux. L'objectif est de sensibiliser la population aux multiples reculs résultant de la réforme des réseaux menée par le ministre Christian Dubé. Ces images peuvent également être visionnées et téléchargées sur les réseaux sociaux sur les sites des membres de la coalition. Et finalement, juste pour répondre à la question au début qui a été demandée sur pourquoi le gouvernement est tellement intéressé à privatiser le système, c'est parce qu'avant qu'on avait l'assurance maladie, c'était un système privé. Et on sait, pendant ce système privé, ça coûtait l'argent des poches des contribuables pour recevoir des soins de santé. Et il y avait évidemment les questions de profit. On sait déjà que le système privé, il y a plusieurs études qui démontrent que le système privé n'est pas la réponse aux questions des soins de santé qu'on reçoit. Vraiment, la réponse, c'est un secteur public qui est démocratique, qui est décentralisé et qui est dans les mains des usagers. Merci. Merci beaucoup, Arnold, du collectif Soignons la justice sociale, donc des remerciements dans le chat. En fait, c'était notre dernière présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques pour Arnold. Sinon, je pourrais aller vers peut-être une question plus générale pour nous amener vers la conclusion du webinaire. Donc, c'est ça, peut-être juste pour récapituler un peu, en fait, puis si, il y a des questions générales qui s'adressent à différentes personnes qui ont pris la parole depuis le début du webinaire, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Alors, ce qu'on voit, c'est que le plan santé agit à plusieurs niveaux, en fait, pour nous éloigner d'un plein exercice du droit à la santé et de d'autres droits, là, dans une perspective où tous les droits sont interdépendants. Donc, non seulement fait reculer la participation démocratique au sein du réseau de la santé et des services sociaux, il met en péril l'autonomie des organismes communautaires en santé et services sociaux. Il néglige de tenir compte aussi des intersections. Donc, on parlait de l'analyse féministe du plan santé, mais aussi il aggrave la situation de certaines parties de la population vulnérabilisée, soit en agissant ou en n'agissant pas, en n'amenant aucune réponse au phénomène du racisme systémique. Donc, on parlait des personnes sans statut ou à statut précaire, des personnes en situation de handicap. Il y a eu plusieurs commentaires dans le chat aussi par rapport aux services qui sont disponibles pour ces personnes-là, aux peuples autochtones et beaucoup aussi aux personnes qui sont vulnérables sur le plan socio-économique de façon large. Aller vers la privatisation, ça va ultimement s'éloigner de l'universalité des soins et des services qui peuvent être offerts. Donc, je ne sais pas s'il y a une personne, on n'a pas de grandes questions générales. En fait, on en a eu quelques-unes qui ont traversé le webinaire, des grandes questions générales. Si parmi les personnes qui ont pris la parole depuis le début, vous voudriez dire
un mot de la fin avant que j'aille vers une conclusion, ou s'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter en lien avec cette riposte large au plan santé. Parfait. Ben, Mercedes, oui, Mercedes. Je n'entends pas. Je ne sais pas si c'est moi seulement. Ah, Non, on voilà. Est-ce que t'entend vous pas. m'entendez là? Bon, Oui. bon. Ah, j'ai le goût de réagir à des interventions que j'ai vues répétées dans la conversation sur, ben, si on fait tout ça, puis que ça donne-tu des résultats, ce qu'on fait? Et sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que on ait des résultats? Euh, euh, c'est sûr que le fait d'être en alliance le plus souvent possible et le plus solidement possible, comme un événement, un événement d'aujourd'hui, c'en est une illustration d'alliance. Ça ne peut qu'aider. Ça ne peut qu'aider, c'est parce que ça aide aussi les membres de nos organisations respectives à se sentir en lien dans un mouvement plus large, à se sentir moins tout seul à se battre. Puis c'est important qu'on n'ait pas ce sentiment-là d'être seul à se battre. Donc, continuer de s'allier, de se concerter le plus possible, d'établir des règles, des plans, des campagnes, tout faire ça ensemble, c'est une bonne idée. Ça va aider. Mais je souhaite amener quelque chose de plus large que le projet de loi 15, que le plan santé, c'est la manière dont on est gouverné. Et il faut qu'on examine les conséquences du système politique dans lequel on est sur les choix qui sont pris en notre nom. Tant qu'on n'a pas davantage de pouvoir sur les personnes qui sont élues, qu'on mandate, on se retrouve avec des décisions qui sont prises sans nous. Donc, le système politique ne partage, et en est un qui ne partage pas le pouvoir, et tant qu'on est là-dedans, euh, on va se battre en dehors de l'Assemblée nationale contre l'Assemblée nationale plutôt que d'avoir aussi du soutien à l'intérieur. Merci beaucoup, Mercedes. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires généraux que vous vouliez lancer? Sinon, je laisse le temps d'y penser. Puis juste rapidement dans le chat, on nous demande si on a une idée en fait du nombre de groupes qui sont représentés ici. Bien, mis à part les personnes qui sont en train de prendre la parole, on est tous reliés à travers des solidarités souples comme la coalition Riposte au plan santé ou plus formalisées comme la coalition Solidarité Santé. Mais parmi les personnes participantes qui sont connectées, là, tantôt au plus fort du webinaire, là, les premières 45 minutes, on était presque 230 personnes et je saurais vous dire si ces personnes-là représentaient des organismes ou étaient du grand public. Mais en tout cas, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé d'avoir été présentes et à l'écoute. Je pense une des choses que ça soulève aussi, Mercedes, le dernier commentaire, c'est qu'il faut vraiment exiger de la reddition de comptes de l'Agence Santé Québec. C'est pas parce que le plan santé a créé l'agence puis cette agence n'a presque pas de compte à rendre à l'Assemblée nationale. Tu sais, c'est comme on a sorti un peu cette entité de donc, vraiment insister, si on va sur quelque chose de très concret, là, de continuer à insister là-dessus. Et je pense, comme commentaire personnel, aussi de continuer à démystifier un peu la privatisation, parce que pour une grande partie, exact, quelqu'un qui vient d'écrire en même temps, la privatisation parfois est cachée, parfois elle est subtile, ou parfois les gens, tant qu'ils sortent leur carte, j'allais dire la carte soleil, il n'y a plus de soleil, tant qu'ils sortent leur carte d'assurance maladie et qu'ils n'ont pas à débourser sur le coup les frais, bien que parfois ils ont à les débourser, hein, mais il y a comme un aspect encore subtil à cette façon dont la privatisation s'opère, qu'il faut continuer peut-être à mieux, à rendre plus visible pour que les gens comprennent l'ampleur du changement qui est en train de s'opérer avec la privatisation qui était déjà existante avant le plan santé, mais est largement accélérée en ce moment par le plan santé.
Arnold, je vois de la main levée. Vas-y donc. Oui. Euh, Juste pour me placer, je me rappelle aussi quand le quart de soleil s'appelait le Castonguette. En tout cas, ceci pour amener ma question. Moi, j'entends pas très bien. Je sais pas si tu peux Oh, encore approcher le micro. Excuse-moi. oui. OK, ça va mieux? Oui. OK, c'est beau. En tout cas, qu'est-ce que j'ai dit, c'est que je me rappelle le temps à l'époque quand on collait les cartes soleil, les castonguettes. Ceci, juste pour dire que le Santé Québec, le gouvernement, ils vont jamais écouter s'il n'y a pas des mouvements populaires en arrière dans la rue ou autrement. Ça, c'est sûr. Si le CLSI était créé, c'était à cause des mouvements populaires à l'époque. Tous les changements qu'on voit, quand on n'est pas allé en Irak à cause, il y a 22 ans, on n'est pas allé en Irak avec les États-Unis parce qu'il y avait 200 000 personnes dans la rue 2 fois à Montréal. Les mouvements populaires, c'est ça qui est le point déterminant sur le système de santé. Et si les clés pour faire bouger la santé Québec, les clés pour faire bouger la CAQ, c'est les personnes dans la rue. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce soit par des actions dans la rue, les actions directes ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'autre moyen que le gouvernement, ils vont changer leur fusil d'épaule que de nous écouter. C'est tout. Merci beaucoup, Arnold. Puis, n'hésitez pas aussi, tous les liens là, qui ont été partagés dans le chat. On va tout rassembler ça. On va peut-être concocter un genre de document, un document bilan ou récapitulatif du webinaire. N'hésitez pas à partager dans vos propres réseaux, à en parler autour de vous, de toutes ces différentes mobilisations et analyses qui circulent. Donc, c'est un mouvement, en fin de compte, de riposte au plan santé qui est extrêmement riche avec beaucoup, beaucoup de monde qui le compose. Donc, il faut s'évertuer à prendre encore plus de poids dans la balance. Donc, j'irai vers la conclusion. D'abord en remerciant toutes les personnes qui ont pris la parole aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci pour toutes les mobilisations qui ont été organisées dans les dernières années puis dans les mois qui viennent aussi. Merci pour la solidarité aussi entre syndicats, organismes communautaires, défense des droits et tout. Et oui, comme quelqu'un dit dans le chat, ça donne une certaine énergie pour continuer de lutter. C'est bien de se prendre des moments pour constater qu'on est encore, qu'on est nombreux, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Donc, et en plus, on a parlé de beaucoup d'actions contre le plan santé, mais il y en avait vraiment plein d'autres, en fait, qu'on n'a pas pris le temps de mentionner. Donc, pour en nommer quelques-unes, là, une campagne de la CSN aussi qui s'intitule Vraiment public, avec des événements sur la privatisation. Il y a eu des actions à Québec par le REPAC et aussi des actions par le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale en 2023. Il y a la coalition Main Rouge aussi qui s'est activée plusieurs fois pour dénoncer les politiques de la CAQ en matière de santé et services sociaux. Il y a eu une journée de mobilisation contre le projet de loi 15 par des groupes communautaires puis des syndicats en Outaouais en 2023. Donc, vraiment, la liste est longue. On n'essayait pas aujourd'hui de faire quelque chose d'exhaustif. Et on peut dire que peut-être que le prochain gros morceau, c'est vraiment la rencontre de Tout sauf santé, 21-22 février prochain, qui est réservée, en fait, il y a plusieurs centaines de places, mais sont comme réservées à des membres de syndicats ou des personnes impliquées dans des organismes communautaires, si j'ai bien compris. Donc, restez à l'affût de ça. Et ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de ma conclusion. Je pense que oui. Un grand merci à nouveau. Et merci Laurence pour l'animation, très, très bonne, bravo. Avec plaisir, merci.